Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan culture du mois de février. C'est un mois relativement mitigé, pour être très honnête. J'ai vu des œuvres qui m'ont assez déçue, où c'était en demi-teinte. Je commence par les films. Je vais essayer de parler que de ceux qui m'ont un peu plu. Adorable menteuse, qui est l'histoire de deux sœurs. Il y en a une qui est très libérée au niveau de sa sexualité. C'est un film de Deville où il y a justement deux sœurs qui sont rigoureusement opposées. Une est très liée à la religion et très prude dans ce qu'on entend en règle générale. Et l'autre, elle a aucun souci avec sa sexualité et avec les conquêtes. Vont se jouer des comiques de situation, des incompréhensions. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elles puisent l'une et l'autre dans les personnalités et les différences qu'elles ont. Là où elles se font aussi des reproches, où elles se tirent vers le bas par rapport aux hommes, je trouve que c'est toujours dans la mesure en fait. Contrairement à d'autres films que j'ai vus, et qui était dans un male gaze assez prégnant, je dois dire. Je pense notamment à Vénus et Fleurs. Mais sincèrement, je pense que je vais arrêter d'essayer Emmanuel Mouret. J'ai vu Malcolm et Marie, qui est un film Netflix dont tout le monde a parlé. Avant que La Machine Infernale n'en fasse part, je n'avais aucune idée que ce film allait sortir. Donc il a été réalisé par le même réalisateur que Euphoria. On retrouve cette esthétique, mais le film est en noir et blanc. À cause de la pandémie, il n'a pas pu réaliser l'autre saison qui était prévue pour Euphoria. Et ils ont tourné 2 épisodes exclusifs que j'ai pas encore regardés. Et ils ont tourné ce film qu'ils ont tourné en 2 semaines. Donc c'est vraiment un enjeu, j'ai envie de dire, dans la mise en scène et dans toute l'histoire et dans les lacunes qui peuvent arriver. Ça raconte un couple, l'homme est réalisateur, à une remise de prix, il n'a pas remercié sa compagne et il a passé beaucoup de temps à remercier l'actrice. Et du coup, elle lui en veut grandement. Ça démarre sur ce sujet de dispute pour s'étendre sur toute une relation et montrer que l'homme est finalement là pour l'oppresser dans les tâches quotidiennes, dans la charge mentale qu'elle a à lui faire des plats à 1h du matin parce que il est pas foutu de se faire des pâtes. J'ai trouvé que le sujet de la charge mentale était assez bien amené et je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être un truc encore plus oppressant, mais vraiment à la Euphoria. Moi, il y avait des épisodes de Euphoria que je pouvais pas regarder tellement ça me dérangeait, et là c'était pas le cas. On voit que de toute façon la relation elle est pas équilibrée, ça c'est certain. Il y a du male gaze parce que Zendaya est aussi très dénudée à certains moments, mais elle a déclaré que c'était elle qui avait choisi ses tenues. Je pense aussi qu'elle a voulu jouer sur cette idée d'objet sexuel et voilà, de femme totalement objectifiée. Pour ce qui est de la photo, c'est magnifique. De toute façon, le réalisateur d'Euphoria sait quand même bien manier les choses. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, l'esthétique des plans, que ça soit dans la composition, dans le suivi. Je me rappelle qu'il y a au début une scène où on dirait qu'on traverse un couloir en fait et où on suit leurs allées et venues. C'est un huis clos assez bien fait pour un film Netflix. Ensuite, je vais vous parler de Camille, qui est un film que j'ai regardé un peu par hasard sur Canal, qui est une fiction documentaire autour d'une jeune photojournaliste qui, en 2013, a voulu faire un reportage sur la guerre en Centrafrique. Et je ne m'attendais absolument pas à ça. C'était ouf. On va la suivre dans toutes les difficultés qu'elle a à représenter la jeunesse qu'elle côtoie parce qu'elle rencontre les jeunes adolescents qui sont là-bas, qui essayent tant bien que mal d'arriver à avoir la vie correcte qu'ils doivent avoir. On voit aussi son opposition avec des photoreporters reconnus qui travaillent pour Le Monde, pour Libé et qui sont là, mais en fait on s'en fout de ton reportage. Et si tu veux faire dans l'humain, eh ben ça va pas fonctionner. Si tu les rencontres, en fait, pour te dire, ils meurent d'ici quelques semaines. L'affect, il a aucune place ici.
Et ça offre une vision du photojournalisme que des gens que je connais m'avaient déjà offert, mais ça le rend d'autant plus prégnant, d'autant plus poignant et d'autant plus impactant. Et la guerre en Centrafrique, c'est quelque chose dont on a très peu parlé, ou du moins moi on me l'a quasi pas expliqué. Et il y a des images d'archives aussi. C'est un film hyper poignant. Il est plus sur la plateforme, je crois. Mais si vous pouvez le trouver, vraiment, je vous incite à le regarder parce qu'il est assez fou, je trouve. Il y a d'autres films qui m'ont plu. Il y a notamment le film documentaire sur Folklore de Taylor Swift. J'adore ces 2 albums qui sont sortis. Que ça soit Folklore ou Evermore, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui m'apaise. C'est assez chouette parce que le film revient sur l'album en prenant un titre par un titre et en expliquant comment ça lui est venu, comment ça s'est fait. Il y a aussi Bon Iver qui est là pour discuter en même temps. Je passe au podcast. J'ai découvert Passage, qui est un podcast de Louis Média, qui reprend le même principe que Transfert. Je trouve que les histoires sont beaucoup plus joviales, si je peux dire. Enfin, ça termine toujours mieux. C'est doux, c'est beau, alors que je trouve que quand tu vas sur Transfert, tu sais jamais si tu vas avoir une histoire que tu vas pas pouvoir écouter finalement. Alors que Passage, je trouve que c'est assez... ok, à ce niveau-là, j'ai pas trop peur d'écouter des épisodes parce que c'est assez bienveillant, je trouve. Là où Transfert struggle un peu parfois. J'ai découvert le podcast Mes 14 ans avec Lucie Michaeli, si je dis pas de bêtises, qui est une journaliste qui a retrouvé ses journaux intimes à 14 ans et qui revient dessus avec surprise, parfois intérêt, dégoût à certains égards, et on découvre ses écrits en même temps qu'elle. Elle va voir aussi une amie à elle pour savoir ce qu'elle en pense, ce qu'elle lui disait, parce qu'elle se rappelle plus nécessairement. Elle va voir sa mère également. Il y a des épisodes qui m'ont moins plu que d'autres, mais j'ai trouvé ça sympa à écouter comme série. C'est assez drôle et c'est très décontenancé. Elle n'est pas du tout guindée sur la chose, et il y a une actrice qui joue sa voix finalement quand elle était adolescente. L'opposition entre les deux et ce retour sur le passé est assez chouette à écouter. Donc, ensuite, un qui est très court, qui est terminé, je crois qu'il fait 10 épisodes maximum, c'est Miss Paddle. Qui est Miss Paddle, quelque chose comme ça. Celui-ci, mais c'est une pépite. Moi, je l'ai écouté en je sais pas, 2 heures, la même matinée, j'étais là, ok, c'est terminé. C'est une femme qui explique que elle a été absolument obsédée par une fille magnifique sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et elle a commencé à être vraiment maladivement en compétition avec elle, à se faire des films, à être totalement hallucinée parce qu'elle avait vu que son copain de l'époque avait aimé une de ses photos. À la fois, elle n'allait en gros jamais réellement se connaître, mais toujours en opposition avec elle. En fait, la narratrice, elle est carrément en compétition avec Miss Paddle, et on voit toutes les ruses des réseaux sociaux et à quel point ça lui monte à la tête. Pour autant, je trouve qu'il est très bien fait. On voit ce côté-là, on voit ce pan hyper impressionnant, mais pas dans le bon sens. Et on voit qu'elle fait un retour sur elle-même en disant « mais j'ai pété les plombs ». Les épisodes font une vingtaine de minutes max, je crois. Normalement, il y aura les références en barre d'infos. Et le dernier, et pas des moindres, parce que j'ai pas terminé les épisodes, mais franchement, je l'ai bien avancé, c'est Histoire de prénom. On va rencontrer des parents, un des 2 parents, qui va expliquer pourquoi ils ont donné tel ou tel prénom à leur enfant. On peut tomber sur un, je sais pas moi, Mathéo, tout comme on peut tomber sur des prénoms très très originaux, et dans la pluralité, même dans la plus grande banalité des prénoms, il y a toujours une histoire derrière. Il y a une signification, il y en a qui ont été créés, il y a aussi comment ça a été perçu par la famille, comment ils ont choisi, est-ce que c'était le premier choix, comment c'est venu, comment est l'enfant maintenant. C'est hyper plaisant, c'est hyper sympa, les épisodes sont relativement courts, ils font moins d'une demi-heure en règle générale. Je passe aux chaînes YouTube. Je vais commencer par une chaîne que je connaissais déjà avant, mais j'ai regardé
une bonne partie de leurs vidéos et je garde le reste pour me les remater plus tard en fait, pour qu'il m'en reste finalement. C'est Les Artisans de Demain, un jeune couple de Français qui avait décidé de faire le tour de l'Asie notamment. Ils ont fait énormément de pays, l'Iran, le Pakistan, l'Irak, et à cause de la pandémie tout a été changé et ils ont dû revenir en France à un moment, repartir à un autre, et on suit leurs aventures, leurs rencontres. Et ceux qu'ils appellent les artisans de demain, c'est les personnes qui pensent différemment aux quatre coins du monde, c'est les personnes qui ont une autre culture, c'est également des gens français, c'est des gens voilà, de toute nationalité, de tout milieu entre guillemets, mais qui pensent différemment, qui ont un mode de vie alternatif pour la plupart. Je suis absolument passionnée par leur contenu, je trouve que c'est des gens assez honnêtes dans ce qu'ils montrent en tout cas, donc je peux que vous inciter à regarder leurs vidéos. Je vous parle de l'ouverture de la chaîne de Digli, qui est donc illustratrice et qui parle énormément notamment de ses lectures, de ses découvertes culturelles sur Instagram, et elle a ouvert sa chaîne YouTube où elle a fait un sketchbook tour notamment, enfin plutôt de carnet de voyage. Elle a fait ses meilleures lectures de 2020 et elle a parlé de plein d'autres choses. Il me semble qu'elle a fait des vlogs aussi. Je vous incite à la regarder parce qu'elle est hyper bienveillante, elle me fait du bien à regarder et ça inspire grandement. Et après, je vous parle d'une chaîne que j'ai découverte en fin de mois, qui est la chaîne de Rainbow Dash, qui est également lilloise, et elle propose beaucoup de vlogs notamment. Elle a parlé de ses plantes et mon dieu que ça m'a fait trop plaisir de l'avoir redécoré son appart évidemment. Elle parle aussi beaucoup de seconde main parce qu'elle est étudiante en école de mode à Roubaix. Elle parle énormément de vintage, etc. Et il y a toujours une esthétique hyper douce dans ses vidéos. Excusez-moi si le placement de la caméra a changé. Il a fallu que je change de carte mémoire parce que je n'avais plus de place. Je disais Rainbow Dash, lilloise, vintage, très chouette, et on retrouve l'esthétique de Oreillon Sun dont j'ai déjà parlé, et en plus j'ai appris qu'elle se connaissait. Je continue avec les livres. Quand je disais que c'était assez mitigé, c'est plutôt au niveau des livres, sachant que j'ai terminé Le Ventre de Paris de Zola il y a 2 jours et qu'on est le 3 mars. J'y ai un petit peu passé le mois de février, je considère que je vais vous en parler maintenant. C'est pas un Zola que j'ai beaucoup apprécié. Gypsy Books, j'en profite pour en parler parce qu'elle a recommencé à filmer là ces derniers temps et c'est vraiment plaisant de la revoir. Elle a moins aimé que les autres Zola qu'elle avait lus et ça a été la même chose pour moi. En fait, il y a eu énormément de latence. Je me suis vraiment désintéressée de la lecture au fur et à mesure. Ça n'arrivait pas à me happer. C'est volontaire de la part de Zola à un instant de montrer le dégoût ressenti par les étals d'animaux, et à la fin il parle d'un pigeon totalement dépecé. Est-ce que c'est aussi en raison de comment j'ai ressenti ça par rapport à la cause animale? Peut-être, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur finalement. Je suis assez mitigée pour celui-là, donc si vous l'avez lu, je vous laisse un petit peu m'en parler. Ce qui m'empêche pas de me dire que je vais en relire d'autres. Là actuellement j'ai Nana et Le Rêve. Sinon j'ai commencé le mois avec le 2e tome de La Croisée des Mondes, La Tour des Anges. Il m'a beaucoup moins plu que le premier. On découvre le personnage de Will qui est humain, hein, voilà, qui n'a pas un lien quelconque avec le monde magique. Et on retrouve également Lyra qui est toujours dans cette quête, dans son aventure, cette découverte de la poussière. Il y a toujours ces mêmes éléments. Il y a à nouveau cette question théologique qui était menée dans le 1er tome. C'est vraiment une épopée, j'ai envie de dire. Mais là aussi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur et le personnage de Lyra était assez insupportable. J'ai pas aimé la caractérisation des personnages, j'ai hâte de lire le 3e finalement, mais j'espère qu'il va réussir à relever tout ça. En fait j'ai un peu l'impression que le 2e c'est ce qu'on retrouve dans les
deuxième tome de saga en règle générale. Et c'est con parce que ça fait vraiment faire patienter le dernier qui fera plus de ventes. Et ça m'énerve parce que je suis sûre que Pullman il a pas réfléchi de cette manière. Mais vraiment j'ai pas été touchée par ce deuxième tome. Le seul personnage que j'ai adoré, c'est Serafina Pekkala. Elle se laisse tellement pas marcher sur les pieds. C'est vraiment ce vers quoi il faut continuer. Parce que Lyra, elle était pas du tout enfant, je trouve, dans le premier tome, et dans le second, enfin dans le deuxième du coup, elle se laisse mener par Will qui est le personnage principal. Puis concrètement Will c'est pas un personnage qui m'a plu, donc sachant que le bouquin est concentré autour de lui, c'était un petit peu normal que je sois pas hyper hypée. J'ai lu Pygmalion de Bernard Shaw qui est une pièce de théâtre. Je m'attendais pas à ce que ça soit ça, mais en fait je connaissais déjà l'histoire parce que ça a été réadapté. Si vous avez vu My Fair Lady avec Audrey Hepburn notamment, mais à la base c'est une comédie musicale qui a été tournée en film. Ça a été repris du coup de Pygmalion de Bernard Shaw, qui est l'histoire de deux hommes lettrés qui vont expliquer à une jeune femme qui ne l'est pas comment s'exprimer, comment faire en société pour justement qu'elle évolue dans les classes sociales. Il est hyper agréable à lire, moi j'ai adoré vraiment. C'est une pièce anglaise et on retrouve de l'absurde à foison grâce à Ned Gallet. J'ai eu l'opportunité de lire en ligne le livre de Leila Slimani qui s'appelle Le parfum des fleurs la nuit. Livre relativement court qui va revenir sur son expérience en tant qu'écrivaine, ce qui l'a marqué, ce qui l'a inspiré, son quotidien et son existence et ses questionnements. Il y a une sorte de rédemption dans cet écrit en tout cas. C'est le premier livre que je lis de Leila Slimani. J'avais pas nécessairement envie de la lire avant. Enfin, si je voulais lire Chansons douces, et c'est peut-être toujours le cas, mais je suis pas forcément prête à acheter ces bouquins, d'autant plus que j'ai pas mal de personnes autour de moi qui les possèdent. Donc, vaudrait mieux qu'on me les prête ou que je les emprunte. Si quelqu'un passe par là et qui veut me l'envoyer. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé son écriture, j'ai été agréablement surprise parce que suite à ses positions lors du premier confinement et de l'article qui a été publié dans Le Monde, ça faisait vraiment personne qui avait évolué et qui se rendait pas compte de ses privilèges, et ça c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver très dans l'entre-soi je trouve ici, mais elle écrit bien. C'est simple mais je trouve qu'elle écrit bien, donc voilà. Encore une fois, agréablement surprise. Après, je vais évoquer le piano oriental qui m'a été gracieusement prêté par Grace, du coup, il y a quelques mois, et puis elle est repartie chez ses parents et on n'a pas eu l'occasion de se revoir. Donc un jour tu récupéreras ce roman graphique. On va revenir sur l'histoire d'un pianiste qui a réellement existé, qui était entre la culture occidentale et la culture orientale. Et on va également suivre sa petite fille qui habite à Paris. Cet homme, il est donc pianiste et il arrive en France et il voit que les pianos sont pas faits de la même manière. Il n'y a pas du tout la même manière de jouer de la musique en fonction de ces deux cultures. Il n'y a pas les mêmes sonorités, même maintenant on le voit très bien. Il y a cette opposition et il va essayer de puiser les deux cultures qu'il côtoie afin de créer un nouvel instrument. Et on va suivre ça. Et c'est assez chouette. Les images sont que en noir et blanc. Il y a toujours une prédominance d'une couleur sur l'autre. Ça fait plaisir de découvrir ça quand on découvre qu'à la fin du livre que c'est une histoire vraie finalement. Et ouais, c'est hyper intéressant de faire un retour sur cet élément dont on n'a pas nécessairement entendu parler. Je termine avec le recueil de nouvelles Vénus Erotica de Anaïs Nin. J'ai lu Anaïs Nin sur la mer des mensonges qui a été un coup de cœur monumental et je voulais absolument lire ses écrits parce que finalement ça ne m'était jamais arrivé. Je savais plus ou moins à quoi m'attendre, mais de là à arriver à ce point, c'était quand même assez impressionnant. J'avoue que je n'ai pas terminé le recueil de nouvelles.
J'en ai encore 3, mais je sais pas si je les lirai, peut-être, elle est plus courte sûrement. Effectivement, autour de la sexualité, mais il y a aussi la question de la relation incestueuse, évidemment, suite au passé de Anaïs Nin, mais également la pédophilie tout simplement. Il y a des trucs qui passent moyen. Quand justement Léonie Bischoff parlait de ses écrits et de tout ce qu'elle disait de Anaïs Nin et de cette opposition de la même femme entre libération de tous les préceptes genrés masculins et l'attribution au concept féminin, on voit aussi toute l'oppression des foyers et tout le male gaze qui est toujours prédominant dans sa personnalité et il y a cette oscillation entre les deux tout le temps, tout au long des nouvelles. Après, il y a des romances homosexuelles dedans et ça fait plaisir aussi. Il y a la sexualité féminine. Au-delà de l'érotique, c'est du pornographique concrètement. Moi, il y a des moments où ça m'a fait beaucoup penser au conte de la folie ordinaire de Bukowski, qui avait été assez compliqué à lire à l'époque où je l'ai fait. J'ai retrouvé le même sentiment, donc si vous aimez Bukowski, tant mieux pour vous et je vous conseille de lire Une femme du même acabit, mais pour le coup, moi ça a été assez compliqué. J'ai encore un autre recueil qui est celui qui est sorti cette année et j'ai trouvé Les Petits Oiseaux. Je verrai ce qu'il en est pour ces 2 suivants. Mais j'avoue que ça a été assez impactant. J'ai vu et fait et écouté d'autres choses. J'ai pas terminé par exemple un livre que j'ai commencé ce mois-ci. J'ai pas terminé les séries que j'ai commencées. Je peux vous dire que actuellement je suis dans La colère de, je ne me rappelle plus de son prénom, Deuxy, qui me plaît beaucoup. Et je regarde En thérapie et Normal People. Je vous en parlerai pour le bilan du mois de mars. Là encore, je suis assez mitigée. J'en parlerai dans le prochain bilan culture. J'espère que ce bilan culture du mois de février, assez nuancé, court, mitigé, vous a plu tout de même. Si vous avez vu des œuvres, si vous avez un avis différent du mien quant à ce que j'ai présenté, je vous invite à le mettre en commentaire. D'ailleurs, en parlant de ça, je réponds aux commentaires, même si c'est très tard après. Ne vous en faites pas. Bref, et si vous voulez discuter plus amplement, faites-le sur Instagram avec moi notamment, Twitter, mais je suis beaucoup moins active dessus. Il y a mon Goodreads, mon Sens Critique, Letterboxd qui sont en barre d'infos. Bref, tous mes réseaux sociaux et on se retrouve là-bas jusqu'à la prochaine fois. Ciao!